Arnaud Salomon, bonjour et bienvenue dans B2B. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous êtes le fondateur et le directeur d'une société pas comme les autres. La première en Suisse, me semble-t-il, à s'être créée vraiment sur une blockchain dès le début. Cette société s'appelle Mon Pèlerin, un nom qui a été choisi avec soin, en référence à la Société du Mont Pèlerin, fondée au-dessus de Vevey par, pour ceux qui l'ignorent, le célèbre économiste autrichien Friedrich Hayek. C'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La Société du Mont Pèlerin existe toujours. Elle a pour mission de promouvoir les idées libérales, un héritage libéral que vous revendiquez, qui vous inspire, tout comme je devrais dire, il inspire aussi la GFI. Alors, on va en parler dans la première partie de cette émission consacrée à votre portrait, puis on discutera évidemment de Mon Pèlerin, votre société. Son activité, c'est le courtage en devise numérique, une activité en plein essor. Vous avez une actualité avec le Franken Coin, on y reviendra, mais on commence d'abord par la partie portrait pour mieux vous connaître. Arnaud Salomon, vous êtes franco-suisse, mais vous avez grandi en Inde, en République tchèque, dans d'autres pays. C'est ce que vous écrivez dans votre biographie sur votre site. Qu'est-ce qui vous a amené à cette vie de globe-trotteur? On imagine le travail de vos parents? Exactement, oui. C'est le travail de mon père à la base, puis ma mère. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors mon père travaillait pour un grand groupe qui l'a amené à voyager un petit peu. Après, moi j'ai grandi beaucoup à Prague. Ma mère là-bas avait un restaurant. Un des premiers restaurants français après entre guillemets, après la chute du mur. Et donc voilà, donc j'ai grandi dans ce contexte assez international. Oui. Et donc rien à voir avec l'univers financier? Non, du tout. Alors vraiment rien à voir. Mon père est architecte à la base, ma mère restauratrice. Comment s'est passée votre enfance avec des frères, des sœurs? Tout à fait, oui. J'ai un frère et une sœur. On a souvent vécu un petit peu séparés parce j'ai 10 ans d'écart avec ma sœur, 5 ans avec mon frère. C'est vous l'aîné ou c'est... Je suis le plus jeune. Je suis le petit jeune. dernier. Voilà. Donc j'ai grandi à Prague et puis j'ai passé mon bac là-bas dans une école française. Et finalement, je suis arrivé à Lausanne à 17 ans pour étudier à l'EPFL. Changer de pays plusieurs fois, ça se passe comment? On est content de découvrir un nouveau... ou de continent, si, parce qu'il y a l'Inde. C'est facile? C'est plus que facile, c'est même... ça forge l'esprit, ça forge là aussi la capacité, on va dire, d'être un petit peu caméléon, de s'adapter partout où on va, de rechercher à faire un peu comme tout le monde, comme on dit, hein, à Rome, on fait comme les Romains. Vous avez parlé de Prague, vous écrivez dans votre bio aussi qu'à 16 ans, vous avez lancé une première entreprise, elle vendait des ordinateurs. On était en quelle année à peu près? Ça, c'était dans les 96, 7, par là, 8. Qu'est-ce qui vous a amené à lancer ça? À l'époque, moi, j'étais le geek de service. Voilà, j'étais à fond dans les ordinateurs depuis tout petit. Et mon père m'avait déjà acheté un PC que j'avais, dès la première semaine, entièrement démonté, remonté. Voilà, donc ça a toujours été pour moi un petit peu cette curiosité intellectuelle. Et puis j'avais un copain à l'école allemande et avec lui on s'est dit mais en fait on monte des PC chez nous, pourquoi pas monter des PC pour d'autres. En fait ça a commencé d'abord parce que l'école avait des besoins, donc on a d'abord bricolé pour l'école. Donc votre premier client c'était l'école? Exactement, l'école allemande puis l'école française et puis après on a fait voilà, des parents d'élèves, etc. Puis au fur et à mesure le bouche à oreille a fait que c'est devenu une activité qui était quand même assez importante. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette passion pour l'informatique dans votre entourage? Il y avait des gens qui étaient déjà là-dedans? Je sais pas, non. Enfin, mon père est un petit peu geek, on va dire. Mm-hmm. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai eu un ordinateur assez jeune. Enfin, pour l'époque, en tout cas. Maintenant, assez jeune, c'était quoi? Je devais avoir 10 ans. Ouais. Pour l'époque, c'était jeune, hein, ouais. On va dire. Et puis, oui, non, depuis toujours, j'ai toujours voulu bricoler. J'ai toujours été, depuis tout petit, quand on me demandait ce que je veux faire, je disais bricoleur. Donc voilà, dès que j'ai eu mon premier ordinateur, j'ai d'abord bricolé le hardware, donc vraiment la mécanique, puis après plutôt le software, et là ça m'a beaucoup plu aussi de développer des choses, faire un peu de hacking. Et c'est cet intérêt pour le bricolage qui vous a fait choisir l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne, ou c'est un autre hasard? Non, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, à la base, c'était vraiment... moi, je transpirais, entre guillemets, l'envie de faire de l'ingénierie. J'étais pas... forcément, à 17 ans, c'est pas toujours ce qu'on veut faire, mais je savais qu'il y avait un aspect tech dans ma vie qui était très important. Par contre, c'est vrai qu'une fois que je suis arrivé à l'EPFL, ça n'a pas toujours été facile, dans le sens où j'étais plus le geek.
Avant, à Prague, il y avait plein de geeks. Hein. C'est ça. Avant, c'était moi. Et puis, j'étais un petit peu, pas le meilleur, mais j'étais très bon. Puis, quand on arrive à l'EPFL, on est un parmi plein d'autres, quoi. Donc, forcément... Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir? Pourquoi venir à Lausanne? Il y a d'autres écoles importantes en Grande-Bretagne. C'est une bonne question. Non, parce que l'EPFL, c'était ce qui offrait vraiment le meilleur cadre, exactement le type d'études que je voulais faire. J'ai étudié les systèmes de communication, je voulais aller dans la sécurité informatique. C'était vraiment là où, a priori, c'était le mieux. Oui. Et pourtant, ce n'est pas par là que vous allez commencer. Vous allez d'abord aller dans le négoce de matières premières, le négoce de devises, à Zurich, à Genève. Donc, pourquoi cette bifurcation? Exactement pour ça. Parce que c'est vrai qu'à la fin de l'EPFL, je ne me suis pas lassé, mais je me suis dit, en fait, il est temps de chercher une autre voie. Et déjà pendant l'EPFL, j'avais pris pas mal de cours à HEC, tous les crédits qu'on m'autorisait à prendre ailleurs. Mais là, c'était vraiment une envie d'aller dans le domaine et spécifiquement de l'énergie. Voilà, c'est aussi un petit peu en discutant avec mes parents, et puis mon père qui me disait, l'avenir, c'est l'écologie et l'énergie, donc choisis ta voie. Et puis c'est vrai que je suis tombé amoureux d'une société à Genève qui s'appelait Essent Trading ici. Et j'avais postulé que là et je voulais absolument aller là. Et donc j'ai tout fait pour obtenir d'abord un stage, évidemment, parce que quand on vient de l'univers tech et puis qu'on veut aller dans l'univers financier, il faut faire ses preuves. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai gradé tous les 6 mois. Et où est-ce que vous vous êtes frotté aux idées libérales? Vous écrivez même dans votre bio que vous avez un fort esprit libertarien, donc vraiment le moins d'État possible. Ça c'est venu comment? C'est venu de là. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2007-2008, donc vraiment la pleine crise financière. Voilà, j'ai été comment on appelle ça, assistant trader, stagiaire sur un trading floor, donc c'est très impressionnant, on va dire. Et avec un cerveau formé d'ingénieur bien carré, on a envie de démystifier un petit peu ce sujet. Donc on pose des questions assez basiques. Par exemple, qu'est-ce que l'argent? Ça paraît bête, mais très peu de gens savent y répondre. Donc la première réponse que tout le monde me donnait, c'était c'est un moyen d'échange. Et il me manquait quelque chose, parce qu'on était en pleine crise financière, on était avec les loyers de l'argent qui étaient tombés à zéro. Je commençais à me rendre compte qu'en fait, on ne tradait pas avec l'argent de l'institution, mais on tradait avec une ligne de crédit. Donc quand le loyer de l'argent est à zéro, en gros, on a un volume d'argent infini à placer sur les marchés. Et donc ce qui a fait d'ailleurs l'explosion de toutes les commodities à l'époque, toutes les matières premières avaient explosé pendant la crise financière. Et parce qu'il y avait une quantité de nouvelles liquidités injectées sur les marchés qui était phénoménale, pas du tout dans l'économie réelle, mais qui restait vraiment sur les marchés. Et donc, le lien avec le libéralisme? C'est ça, c'est que ça m'a fait poser plein de questions sur d'abord qu'est-ce que l'argent. Et puis, comme je n'avais pas les réponses que je voulais, et même parmi les superstars traders qui gagnaient très très bien leur vie, ça ne me convenait pas. Là, il y avait une deuxième composante que personne ne nommait, qui était que c'est un moyen de faire de l'épargne. Et alors, pourquoi il y a de l'inflation? Pourquoi est-ce qu'il y a un taux d'intérêt qui est défini par un planificateur? Il fallait faire des études d'économie, Arnaud. Mais pourquoi c'est un planificateur central qu'on appelle la banque centrale qui va dicter le taux d'intérêt plutôt que le marché comme tout le reste? Pourquoi ne pas laisser le marché réguler ce taux d'intérêt? Toutes ces questions-là, vu que je n'avais pas de main, je suis tombé par hasard sur Hayek. Et donc c'est vrai qu'en tirant le fil, je suis devenu un petit peu libertarien. J'aimais beaucoup l'or comme monnaie universelle pendant 2000 ans d'histoire, etc., etc. Et là, il y a des personnes qui vous ont aussi peut-être influencé ou aidé sur le choix des bonnes lectures? Non, c'est plutôt en ligne. C'est vraiment, ça a été une curiosité en ligne. Et puis quand on déroule le fil, c'est ce qu'on dit là, quand on tombe dans le terrain du lapin, c'est presque infini. Avant de parler de votre entreprise, dans quelques instants, encore quelques mots sur la Suisse et le libéralisme. Vous êtes franco-suisse. La Suisse, elle se revendique souvent libérale. Mais en même temps, on voit beaucoup d'initiatives populaires qui renforcent la place de l'État sans forcément toujours financer cette intervention. Le dernier exemple, c'est la 13e rente AVS qui a été votée, mais on est en train de s'écharper sur comment on va la payer. Est-ce que là, vous voyez la Suisse comment évoluer vers le libéralisme toujours, ou il y a une influence antilibérale qui est forte? Alors, ma conviction personnelle, c'est qu'effectivement, il y a une influence antilibérale très forte aujourd'hui. Moi, j'ai vu l'évolution, puisque je suis arrivé en Suisse en 2000. J'ai vu vraiment l'évolution entre 2000-2003, où vraiment on avait une Suisse très libérale, avec vraiment, et d'ailleurs très fonctionnelle, très sûre, etc. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets, mais le premier, c'est effectivement l'ouverture un peu plus prononcée à l'Europe, puisqu'avant, il y avait encore des frontières, il fallait mettre un tampon dans le passeport pour rentrer, sortir. Et puis, il y a aussi l'aspect, je dirais, télé. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, en Suisse romande, les gens consomment de plus en plus de médias français. Et donc, ça influence aussi un petit peu la pensée, oui. Bien, on va voir comment ça se traduit dans votre activité au quotidien. C'est la société Mon Pèlerin. On passe à la partie entreprise. En quelques dates ou chiffres, Mon Pèlerin a été fondé en 2018, basé à Neuchâtel en 2020. Donc 2 ans plus tard, dans la GFI, vous annonciez avoir à peu près une dizaine de collaborateurs. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? À peu près 14-15. Une quinzaine. L'activité centrale, on peut la définir comme un courtage, une sorte de bureau de change qui permet l'achat et la vente de crypto-monnaies, donc un pied dans le monde bancaire, on va dire, classique, et puis celui de la blockchain, c'est un bon résumé? Exactement, exactement. C'est une activité qui croît à quel rythme? Alors, on a une jolie croissance. Donc, nous, on a vraiment on va dire, dans un arbre, hein, on a 2 types d'activités. On a vraiment l'activité de courtage de crypto. Donc, vraiment, c'est un bureau de change en ligne. Toutes les cryptos? On fait une bonne partie des cryptos, pas toutes, mais on fait quand même ce qui est le plus intéressant. Bitcoin, et on essaye de filtrer, Ether. évidemment, Bitcoin, Ether, tout ce qui est stablecoin, qui est vraiment une partie prenante aujourd'hui de cette nouvelle token économie. Et donc, voilà, donc, on a vraiment cette partie de courtage. Là, on va avoir des clients particuliers normaux, on va avoir des clients entreprises, et puis on va avoir des clients de très grande fortune. On aide beaucoup les grandes fortunes crypto. En Suisse, surtout, des clients surtout suisses ou... Partout dans le monde. Aujourd'hui, on a vraiment des clients partout dans le monde. On va dire qu'on a à peu près un tiers, peut-être un peu moins même maintenant, de clients suisses. Et le reste vraiment distribué partout dans le monde. Le seul pays qu'on ne sert pas aujourd'hui, malheureusement, c'est les États-Unis. On espère que ça changera. Parce que c'est un pays qui, jusqu'à cette nouvelle administration, était plutôt avec une régulation par enforcement, comme ils disent. Donc ça veut dire que c'est pas très clair, les règles. Maintenant, ils sont en train de les clarifier, donc les choses sont un peu différentes. Nouvelle loi, on va y revenir dans un instant, mais ça pourrait devenir un nouveau marché pour vous. L'activité, elle grandit parce que l'intérêt général pour les crypto-monnaies se développe. Je vais prendre l'exemple le plus connu, qui est quand même le Bitcoin. Il est passé les 124 000 $ pendant l'été, alors qu'on enregistre, il est à peu près à 120 000, pas très loin. Il y a une corrélation forte entre l'évolution du cours du Bitcoin et votre activité? Tout à fait. Ouais, ça, c'est sûr qu'on peut voir effectivement que, dans la volatilité, on va dire, à la hausse comme à la baisse, ça va générer chez nous un volume d'affaires supérieur, oui. Et comment est-ce que l'entreprise se rémunère? Comment gagnez-vous de l'argent? Comme n'importe quel bureau de change, on a une petite commission ultra transparente. Donc nous, on applique un prix qu'on appelle dit MID. Donc c'est vraiment le même prix à l'achat et à la vente. Et par-dessus, on a une petite commission qui est dégressive en fonction de plusieurs conditions. Par exemple, nos actionnaires, tout le monde peut devenir actionnaire de notre société, puisque notre société est tokenisée. Donc les tokens sont librement achetables par n'importe qui sur ce qu'on appelle des marchés décentralisés. Comme s'il était coté à la bourse classique, mais c'est sur une blockchain. Mais c'est sur une blockchain, exactement. Et puis c'est animé par les gens en fait, c'est animé par notre communauté, c'est pas du tout animé par nous, donc c'est ça qui est assez fascinant. Et l'entreprise est à l'équilibre financier? Ah oui, bien sûr, on est rentable. Ouais. Depuis longtemps? Depuis quelques années, oui. Il a fallu combien de temps avant d'atteindre... Alors l'histoire, on est 7 ans plus tard. L'histoire elle est un petit peu plus longue que ça, mais on a commencé notre vie en ayant fait une levée de fonds de 2 millions. Cette levée de fonds, on a la moitié qui est partie en frais réglementaires. À la base, on allait plutôt chercher une licence bancaire complète pour faire on va dire un nouveau type de banque qui serait basé sur un full réserve, avec une place de marché pour que les gens puissent échanger, ce serait le modèle d'affaires. Maintenant, ça a prouvé être un process un peu difficile, surtout pour l'époque. La FINMA n'était pas contre l'idée. Par contre, elle voulait que ce soit plutôt une banque de type privé, institutionnel, et on va dire protéger le client particulier retail. Donc du coup, on a pivoté vers le modèle, ce qu'on appelle de self-custody. Donc c'est le modèle où finalement les gens détiennent leurs propres fonds, et nous, on fait que la passerelle entre le monde de l'IBAN et le monde de l'adresse. Vous êtes quand même régulé par le gendarme de la finance, la FINMA? On est régulé par ce qu'on appelle un OR, un organisme d'autorégulation. Donc c'est pas une licence, c'est pas une licence fintech, c'est pas ce type de... Non, on est intermédiaire financier, au sens de la FINMA, on est intermédiaire financier, on a le droit de processer tout type de transactions pour le compte de nos clients. Après,
Après, on a des restrictions quant à la garde, mais aujourd'hui, on ne fait pas de garde, donc il n'y a pas de sujet. Et c'est quelque chose que vous envisagez pour plus tard? C'est une activité que vous aimeriez faire, mais elle serait déjà là si les contraintes réglementaires n'étaient pas aussi fortes? Non, la licence FinTech, c'est quelque chose que, par exemple, on avait envisagé, qu'on envisage d'ailleurs probablement encore aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on marche tellement bien, on a tellement une bonne réputation, on marche tellement bien avec les banques qu'on n'a pas spécialement ce besoin parce que finalement, on travaille avec plusieurs banques sur la place financière suisse. Ça se passe très bien, on loue leurs IBAN, on fait des transactions avec eux. Finalement, on n'a pas forcément le besoin d'aller, nous, en direct, avoir un compte à la BNS et clearer nous-mêmes le franc suisse si, avec nos partenaires bancaires, ça se passe bien et que c'est à des coûts raisonnables. J'ai parlé tout à l'heure du Frankencoin. C'est une monnaie virtuelle qui est adossée au franc. Ce n'est pas vraiment un stablecoin, mais elle est émise par une fondation, une association distincte de Montpellerin, mais on peut la trouver sur votre plateforme. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui. En fait, tout l'enjeu, c'était d'avoir un stablecoin en franc suisse. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Un stablecoin, on va faire une petite pause pour ceux qui ne sont pas familiers de ce thème. C'est donc une crypto-monnaie, une monnaie numérique, mais qui est adossée, donc qui est très proche d'une monnaie réelle. Voilà. Il y en a beaucoup, essentiellement en dollars, et celle-ci est liée au franc. Voilà, donc on va plutôt appeler ça un token, si je peux me permettre une petite définition en amont. Ce que moi j'aime bien définir, c'est qu'il y a d'un côté la crypto, donc ça c'est une nouvelle classe d'actifs. On va prendre Ether, Bitcoin, tout ça c'est des nouveaux animaux dans le marché, on ne sait pas bien les définir et ça existe parce que ça existe. Puis de l'autre côté, il y a les tokens, on va dire que là il y a des émetteurs qui eux vont émettre des tokens, donc ils vont suivre un contexte et un jeton numérique programmable. Et donc là, il y a plusieurs types, il y a ce qu'on appelle les stablecoins collatéralisés en banque, ce qui veut dire que l'émetteur il a l'équivalent de ce qu'il a émis sur la blockchain dans un compte en banque. Et puis, à tout moment, les gens peuvent rendre le jeton et recevoir un virement bancaire en retour. Et puis, il y a ces nouveaux stablecoins qui, eux, sont collatéralisés on-chain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, on peut créer des smart contracts, des contrats intelligents sur la blockchain, dans lesquels on va pouvoir mettre des valeurs, donc par exemple du Bitcoin, de l'Ether, d'autres stablecoins. Ça constitue une pool. Et cette pool-là, on peut avoir un mécanisme qui garantit, en partie ou en totalité, le PEG, donc c'est-à-dire le fait que ça vaut bien un franc suisse au redeem. C'est-à-dire que quand on va le rendre, on va pouvoir récupérer des bitcoins, des ethers, peu importe ce qu'il y a dans la réserve, en équivalent de 1 toujours. Pour le montant de francs Exactement. Et nous, du coup, on offre cette interface avec le franc suisse, encore une fois, de lier des IBAN avec des adresses on-chain, puisque finalement, c'est deux systèmes de routing totalement similaires, et nous, on fait le pont entre les deux. On va reparler du Frankencoin, mais juste avant, une petite digression quand même. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un stablecoin en Suisse? Alors, il y en avait un. Il y en avait un qui s'appelait le XCHF, qui avait été émis par Bitcoin Suisse. On était d'ailleurs, eux, comme ils veulent devenir banque, ils devaient s'en séparer. On devait, nous, le récupérer. Bitcoin Suisse, c'est une autre société. Exactement. Et donc, nous, on devait récupérer ça, parce qu'on est très proche de Bitcoin Suisse. Et puis, ils voulaient nous donner cette partie-là du XCHF. Ça, c'était l'année dernière. C'était il y a exactement un an, en juillet, août, il y a un an. Et puis, la FINMA a déclaré sur son site web que une liste, ça veut dire une liste d'enregistrement qui whitelist les gens qui peuvent l'utiliser. Whitelist, ça veut dire qu'il valide Oui, en gros, il faut d'abord s'inscrire, être enregistré, avoir passé une identification, puis on a le droit alors de posséder ce token, ce qui le rend de facto assez... C'est techniquement possible, mais en pratique... ça tue l'usage, ça tue complètement l'usage, sachant que en face, on a des stablecoins américains en US dollars qui sont ultra liquides, fluides, sans restriction de transférabilité. Donc forcément, ça tue complètement l'intérêt. C'est pourquoi aujourd'hui, cette nouvelle association qui s'est montée a choisi la décentralisation parce que du coup, c'est un protocole qui le tourne et ce n'est plus une société. Et ça rencontre quel succès? Ça fait un peu plus d'un mois, je crois que c'est... On enregistre on commence à voir gentiment là, les volumes augmenter. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que ça permet aux gens en période de volatilité sur les cryptos de sortir sans forcément faire un virement bancaire et de rester dans leur univers blockchain. Mais ça permet aussi maintenant... Il y a moins de coûts, moins de frais? Il y a beaucoup moins de frais. Et puis en plus, ça permet ensuite... maintenant, il y a même des endroits où on peut payer à Zurich, à Zug... Avec un Frankencoin? Avec un Frankencoin. Qu'est-ce qu'on peut payer à Zurich? Il y a à Zug, je crois, il y a le Spar, donc le petit supermarché Spar. Il y a 2-3 commerces comme ça. Après, sur le Bitcoin, il y en a beaucoup, évidemment, beaucoup plus. Mais, on sait que c'est peu utilisé, quand même. C'est relativement confidentiel encore, on est d'accord. Mais
Après, nous, on est en train de construire un écosystème qui, pour le coup, ça pourrait le rendre encore plus utile. La FINMA va mettre en consultation, ou le Conseil fédéral va mettre en consultation une réglementation de ces stablecoins. Ça, c'est pas complètement figé. Il y a cette règle que vous décrivez qui remonte à l'été 2024, mais vous avez espoir que ça change, que la Suisse fasse quelque chose pour se mettre à peu près à part égale avec les autres places financières importantes. Vous avez évoqué tout à l'heure les États-Unis, ils ont voté une loi qui s'appelle Genius, qui facilite cela. La semaine passée, l'Union européenne a déclaré vouloir aussi rattraper son retard. Est-ce qu'en Suisse, on va faire quelque chose? Alors, je pense que oui. Maintenant, le problème, c'est on est un tout petit marché qui est cloisonné. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend la FINMA dire « Ah, mais en fait, on va reprendre les règles européennes et on va y rajouter un Swiss finish ». Donc, ça veut dire encore plus contraignant que les règles européennes. Donc, il y a un moment où les boîtes suisses vont un peu se poser la question, en fait, est-ce que j'ai vraiment intérêt à opérer depuis la Suisse, parce que finalement, depuis l'Union européenne, on m'autorise à opérer en Suisse, mais l'inverse, non. Enfin, c'est possible, mais avec ce qu'on appelle des sollicitations inversées, etc., qui rendent le côté plus compliqué. Donc, on n'a pas le droit de faire du marketing en Europe, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, finalement, à force de mettre des surcouches réglementaires en Suisse, j'ai quand même le sentiment, aujourd'hui, et c'est mon sentiment personnel, qu'au niveau de la FINMA, blockchain, c'est super. Donc, ça permet de mettre la finance traditionnelle, d'incorporer des actifs réels, etc., etc. Mais quand on parle de crypto, donc Bitcoin, Ether, ça reste encore un petit peu, il y a encore un peu de méfiance. On a l'impression pas qu'à la FINMA, la Banque nationale est aussi assez réticente à l'arrivée de ce genre de devise. Oui, et ce qu'on voit souvent, c'est que la Suisse a tendance à reprendre, on va dire, le FATF, donc le Financial Action Task Force, donc le GAFI en français. Donc toutes ces recommandations qui sont censées être que des recommandations. Qui est une bonne intention, c'est de lutter contre le blanchiment d'argent, totalement. Mais quand on y va trop loin, le problème c'est que ce sont souvent des choses qui sont presque un peu absurdes, qui n'embêtent pas du tout d'ailleurs les criminels, mais qui embêtent surtout les 99% de gens honnêtes qui utilisent l'écosystème. Vous parlez de la concurrence européenne, mais j'évoquais donc ces nouvelles lois aux États-Unis. Est-ce que là, il n'y a pas une menace que des activités actuellement en Suisse, à Genève ou Zug ou ailleurs, partent aux États-Unis dans les mois prochains? Alors partir, non, parce que ce sera toujours des activités cloisonnées. Les États-Unis, ce qui est intéressant, c'est d'adresser le marché en étant local, parce que c'est un marché quand même assez spécifique et c'est un énorme marché. Donc souvent, les entreprises vont avoir tendance à avoir un hub américain et un hub européen. Maintenant, la question pour la Suisse, c'est est-ce que ce hub européen sera en Suisse ou est-ce que les gens vont choisir d'aller à Luxembourg, en Estonie, en Lituanie, dans les pays baltes ou même... Il y a un vrai risque de délocalisation quand même. Pour notre industrie, aujourd'hui, oui, clairement. Après, tout ce qui touche à l'industrie de la tokenisation, non, parce que clairement, la Suisse est encore avancée. Alors, on a aujourd'hui quand même un régulateur qui régule le fond et pas la forme. Donc finalement, on s'en fiche qu'une action elle soit sous forme Excel ou sous forme token, c'est la même chose à la fin. Donc tant qu'on arrive à démontrer qu'on sait gérer les risques de la même façon, que ce soit on-chain ou que ce soit sur Excel, ça marche très très bien. Par contre, sur la partie crypto, on sent qu'effectivement, il y a un côté qui est en train un petit peu de se restreindre. Qu'est-ce qui pourrait débloquer ça? Est-ce que les acteurs comme vous faites aujourd'hui, devraient faire un peu plus de communication, faire preuve de transparence, d'explication pour être compris? Oui, et puis c'est aussi un peu notre rôle d'aller faire un peu de lobby auprès de la politique aussi, parce que donc on a été reçu au Palais fédéral par Guy Parmelin, toute une délégation qui avait été organisée par la Blockchain Fédération. Au début de l'été. Oui, exactement. Donc ça, c'était super parce qu'il a eu une écoute. J'ai eu l'opportunité d'avoir un échange de quelques minutes avec lui dans lequel j'ai pu expliquer, voilà, nous, notre problème aujourd'hui, c'est OK, mais constitutionnellement, on a presque un sujet parce que la FINMA met des règles plus restrictives à la crypto, au stablecoin, à ces choses-là, qu'elle ne le fait aux billets de banque. Et donc, par exemple, dans un change, on peut aller faire du change en cash jusqu'à 5 000 francs sans donner son passeport. Par contre, dans la crypto, c'est 1 000 francs. Il y a plusieurs exemples comme ça qui se mettent. Le stablecoin, par exemple, on a une chose en Suisse qui s'appelle le chèque RECA, qui fonctionne très bien depuis des décennies.
Et ça, c'est pareil, c'est un chèque, donc c'est librement transférable. Et puis, c'est uniquement quand on va le rendre chez Swisscom ou CFF qu'effectivement, on doit montrer son passeport. C'est le même concept pour un stablecoin quelque part. C'est la même chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on le refuse au stablecoin et puis on l'autorise au chèque RECA? Donc, il y a un côté où on est censé être technologiquement neutre. On doit appliquer les mêmes règles à la technologie papier qu'à la technologie blockchain. Donc, nous, c'est un peu notre entre guillemets, combat. Maintenant, il faudrait que ce soit discuté au Parlement, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut avancer. Ouais. Donc la prochaine étape, les parlementaires. Il faudrait qu'on écrive un parlementaire. Avant de se quitter, un petit point sur, aussi, il y a une année en arrière, la banque cantonale de Neuchâtel a arrêté les comptes pour les entreprises comme la vôtre. Elle changeait réorienter ses priorités. Vous avez trouvé un autre établissement? Ça a été facile de trouver un autre établissement? Alors, ça n'a pas été facile. C'est surtout la migration qui n'est jamais facile. Parce que quand on a des habitudes avec une banque, on a des flux importants qui transitent. Migrer des clients, les clients, après, il faut les relancer, il faut s'assurer qu'ils aient bien les nouvelles coordonnées bancaires, etc. etc. Après, la BCE n'a pas complètement arrêté cet écosystème. Ce qu'elle a arrêté, c'est vraiment toute la partie qui touche au flux de courtage qu'elle a décidé d'arrêter. Il nous avait dit qu'on n'était a priori pas le problème dans l'histoire, puisqu'on n'a vraiment quasiment aucun taux de fraude chez nous. On a mis des moteurs vraiment hyper performants. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui a motivé ça. Je pense qu'il y a eu aussi un changement dans la direction qui a aussi peut-être mis un peu les... Mais c'est vrai que ça nous a semblé anachronique, puisque c'était le moment où toutes les banques commençaient à s'y mettre, qu'eux s'y sont un peu retirés. Et vous avez trouvé une autre banque en Suisse? Oui, aujourd'hui on travaille avec plusieurs banques. On a vraiment beaucoup de partenaires bancaires. Encore une fois, on bénéficie d'une aura et d'une très bonne réputation. On ira demander à la BCN quel bilan elle tire de cette décision. Merci beaucoup Arnaud Salomon. Presque terminé avec vous, mais on va passer d'abord à notre questionnaire de Proust avant de vous lâcher. Quel est votre principal défaut? Je suis perfectionniste. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Je peux tout faire. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise? Il faut le faire, il faut se lancer parce que si on y réfléchit trop, on trouvera toujours des raisons de ne pas le faire.